ici à l'Université Laval. Bonjour, Martin Thibault, analyste financière à la Société québécoise des infrastructures. Bonjour, Véronique Paris, je suis vice-présidente de la supply chain chez Danone Canada. Bonjour, ici Slavna Teko, je suis vice-présidente des ressources humaines chez Danone Canada. Fait, est-ce qu'on peut voir les cartons de temps, s'il vous plaît? Merci. Les jeux sont prêts. Donc, bonjour aux membres de la direction. Comme vous savez mieux que quiconque, depuis quelques années, Danone est engagé dans une stratégie d'expansion à l'international dans le but d'accroître ses ventes. Inévitablement, cette stratégie a passé par l'Afrique, un continent où la croissance et le potentiel est sans égal actuellement. Donc, en effet, l'Afrique est à l'avant-plan des enjeux stratégiques qui touchent les entreprises multinationales. Et c'est avec intérêt que nous sommes penchés sur les deux options que vous nous avez soumises pour pénétrer le marché au Kenya. Donc, je m'appelle Louis Arsenault, je suis accompagné de Jérôme Tardif et Akram Benchirif. Nous sommes maintenant ici pour vous présenter notre recommandation. Donc, d'abord, nous débuterons avec un sommaire exécutif de notre analyse, avant de plonger plus en détail dans l'analyse du contexte des deux alternatives, puis d'y aller avec l'analyse de la valeur actuelle nette de chacune des deux options, du délai de recouvrement de chacune des options, puis d'y aller avec les risques que présente chacune des options avant de terminer avec la recommandation finale. Donc, sans plus tarder, nous irons avec le sommaire exécutif. Donc, notre mandat était d'évaluer finalement les deux options qui s'offraient à nous et d'évaluer le potentiel de croissance associé à chacune d'entre elles, d'évaluer la valeur actuelle nette ainsi que la période pour rembourser finalement l'investissement initial qui est composé, comme on va voir tout à l'heure, de l'usine et des lignes. On avait aussi comme objectif d'évaluer les risques et de mesurer finalement la vanne par rapport aux risques potentiels du projet et d'arriver avec l'implémentation et les recommandations finales pour les projets. Ce qu'on a pu voir finalement, c'est avec le projet A, donc qui est de faire une usine directement au Kenya à Greenfield, qui génère une vanne de 155 millions et on rembourse l'investissement initial en 7,5 années. Et c'est un profil de risque modéré. Par rapport à l'option B, donc qui est de faire l'importation via un pays connexe, donc qui représente une vanne de 92 millions, donc significativement inférieure, et qu'on rembourse l'investissement initial en 8 ans, avec un profil de risque légèrement plus élevé. Donc, Louis va maintenant poursuivre avec le contexte et les enjeux du présent cas. Donc, en analysant le contexte actuel de votre entreprise, on peut comprendre pourquoi vous êtes à la recherche d'opportunités de croissance à l'international. Donc, après de nombreuses années de croissance soutenue, Danone a connu une baisse de ses ventes dans la dernière année, en 2014. Contre cette baisse est principalement due, comme on le sait, à une baisse des ventes de produits laitiers qui se produit principalement dans les marchés plus matures comme l'Europe ainsi que l'Amérique du Nord. Donc, les principales sources de croissance pour l'entreprise, telles qu'on le note, ce sont les marchés émergents, dont l'Afrique, qui est un marché qui peut être très intéressant. Donc, on comprend aussi que votre vision, depuis le tout début, c'est d'améliorer la santé des gens de vos clients auxquels vous vendez vos produits. Encore une fois, il y a d'autres objectifs qui sont présentement, notamment d'augmenter votre présence à l'international, d'accroître les ventes et de constamment accroître les marges. Ensuite, on comprend que l'Afrique est un endroit idéal pour la croissance, spécifiquement dans le domaine de la consommation. Donc, c'est le deuxième continent en termes de population. La croissance de la population il est inégalée avec 1 sur 4. Un enfant sur 4 qui naît. La population est relativement jeune. Donc, il y a une classe de consommateurs en devenir qui alimenteront la demande future pour vos produits. Ensuite, à même l'Afrique, on sait que vous vous intéressez particulièrement au Kenya, qui est un marché de 44 millions d'habitants, qui est un des pays les plus jeunes d'Afrique, justement, donc qui révèle un potentiel de consommateurs futurs élevé. Ensuite, le niveau de mortalité infantile y est élevé aussi, ce qui s'aligne avec votre vision d'améliorer la santé des gens. Donc, note que le Kenya, c'est avantageux, puisque c'est un régime démocratique, donc moins risqué. La croissance de la population y est soutenue et
la consommation de produits est toute constamment en croissance. Donc, selon Pauline, donc on pense que Danone, vous êtes en mesure de vous implanter au Kenya avec une présence géographique dans déjà 130 marchés, 40 en Afrique seulement. Vous avez déjà démontré la capacité de pénétrer de nouveaux marchés. Donc, il n'y a aucun doute pour nous que le Kenya sera un défi que vous pourriez relever avec succès. Donc, vous nous avez fait part de 2 options pour faire votre entrée dans le marché. La première serait de construire une usine et d'y établir une filiale pour faire la distribution des produits. Et la deuxième serait d'utiliser un approvisionnement déjà existant d'un pays voisin et de s'associer avec un partenaire local pour en faire la distribution. Chacune de ces options comporte des avantages. Pour la première, ça nous permettrait d'avoir une intégration verticale, une implantation directe, dans la pénétration directe du marché, une meilleure image auprès des consommateurs, alors que pour la deuxième, vous savez, vous avez déjà les capacités de production ailleurs et les exportations se font déjà à l'international, donc il y aurait moyen d'aller chercher des économies d'échelle. Donc on va maintenant passer à l'analyse plus quantitative des 2 options avec l'analyse des valeurs actuelles nettes des 2 projets. Merci. Afin d'évaluer donc l'attrait de ces 2 projets, on a calculé la valeur actualisée nette sur un horizon de 5 ans, puis on y a ajouté une valeur terminale. Concernant les hypothèses de base, on a supposé qu'on était bien en 2015, qu'on avait un taux d'imposition nul à des fins de simplification et que le taux d'inflation finalement était lui aussi nul. Concernant le taux d'actualisation, le WACC, on a pris le 15% qui était fourni, et on a fourni aussi des analyses de sensibilité qu'on vous montrera plus tard à propos de ce taux. Concernant le taux de croissance à perpétuité, on a pris l'hypothèse fournie encore une fois de 3%, qu'on a considéré tout à fait raisonnable en raison du potentiel de croissance du projet, auquel on a aussi appliqué une analyse de sensibilité plus tard. Concernant les hypothèses du marché, nous avons segmenté la façon suivante. On a pris la population du Kenya, auquel on a ajouté une croissance de 10% par année pour les 5 prochaines années. Et ensuite, nous avons pris la part de la consommation par habitant, qui était de 3 kg par habitant. Et après avoir fait ce calcul, justement, nous avons obtenu notre total de parts de marché possible que pourrait avoir Danone. Concernant ensuite les projets plus spécifiquement, on a appliqué justement les parts de marché spécifiques que pouvait chercher chaque option. L'option en supposant un taux de pénétration au départ de 10%, auquel on a augmenté de 5% les années suivantes pour atteindre 35% concernant le projet A et 25% concernant le projet B. Et c'est ainsi qu'on a obtenu la production totale et les ventes totales que pouvait aller chercher Danone en supposant qu'on va chercher la part de marché maximale possible. Concernant donc nos ventes, elles vont de 45 millions jusqu'à 273 millions à la fin de notre horizon de prévision pour le projet B. Par contre, concernant le projet A, on a un potentiel de croissance qui monte jusqu'à 425 millions. Concernant donc le coût des différents projets, on l'a segmenté par rapport aux matières premières, le coût industriel et les coûts logistiques. Concernant le coût des matières premières, il va être inférieur pour le projet A, tout comme le coût en logistique, étant donné qu'avec le projet A, on a la construction d'une usine locale et donc on a un plus fort pouvoir de négociation par rapport au prix des matières premières. C'est pour ça que le prix des matières premières va être inférieur. Concernant les coûts de logistique, étant donné qu'on a un niveau local, on aura moins de coûts de transport, c'est pour ça que c'est inférieur. Cependant, concernant le projet B, on n'a pas de coût industriel, ce qui va impacter aussi au niveau du calcul des coûts. Concernant nos frais de structure, c'est-à-dire le paiement des employés, le projet A est un projet qui va nécessiter beaucoup plus d'employés, qui va commencer dès le début avec 100 et atteindre son niveau de maturité en termes de nombre d'employés les 2 années suivantes jusqu'à 300. Donc on a eu 100 la première année, 200 la deuxième et 300. Concernant le projet B, on a commencé avec 17, puis nous sommes montés jusqu'à 34 employés pour enfin terminer avec 50 employés à la fin de l'horizon de prévision. Donc j'aimerais porter votre attention justement sur les coûts de production.
on voit que les coûts de production sont quand même bien plus élevés pour le projet A. Cependant, la marge a resté meilleure pour le projet A en raison du potentiel de croissance de vente qui est supérieur. Donc, comme on le voit pour le coût de production du projet A, à la première ligne verte, il va de 50 millions à plus de 300 millions, alors que pour le projet B, il va de 40 millions à plus de 200 millions. Donc, oui, les coûts sont plus élevés pour le projet A, mais la marge est supérieure. Concernant l'investissement pour le projet, alors la particularité du projet A, c'est que justement, on a la construction d'une usine. Donc, comme on voit à la première ligne, il y a un coût d'investissement en immobilisation de 10 millions et on a une construction de ligne qui va se dérouler au début du projet pour tous les kilotonnes que l'on va devoir fournir. Et on a calculé justement que l'on obtenait un chiffre de 8 pour le projet A. C'est ainsi qu'on obtient un investissement total de 74 millions pour le projet A, alors que pour le projet B, de 64 millions. Concernant notre dépréciation et amortissement des immobilisations pour le projet A, elle est en 2 temps. On a une première dépréciation et amortissement des immobilisations sur 10 ans, donc de 1 million par année. On a supposé que pour les nouvelles lignes, on allait aussi amortir le capital avec le même taux que pour l'usine. C'est pour ça qu'on a un taux de un amortissement de 6,4 millions sur l'horizon de prévision. Et ainsi, on obtient un total de 6,4 millions pour le projet B, mais 7,4 pour le premier projet. Il est aussi important à noter que, étant donné qu'on est dans un scénario où on ne prend pas en compte le taux d'imposition, le projet A va être désavantagé dans le calcul de la vanne par rapport au projet B, étant donné qu'on ne prend plus en compte les économies d'impôts reliées à la dépréciation et amortissement lors du calcul de la valeur actualisée nette. Concernant donc notre calcul des flux monétaires, on remarque que pour le projet A, notre flux monétaire est négatif les 3 premières années, comme c'est indiqué sur la première ligne verte, avec un taux qui est de 12 millions, négatif de 12 millions la première année, mais qui augmente à une vitesse phénoménale la dernière année pour atteindre 50 millions, alors que pour le projet B, c'est négatif seulement les 2 premières années. En revanche, on a un taux de flux monétaire bien moins supérieur, avec seulement 30 millions à la fin de l'horizon de prévision. Ainsi, avec des flux monétaires actualisés, on obtient 15 millions à la fin du projet B, alors que pour la fin du projet A, on obtient 25 millions, ce qui est bien supérieur et qui montre l'attrait du projet en termes de croissance, en termes de meilleure marge et en termes surtout d'économie au niveau des coûts comme matières premières et logistique. Maintenant, Jérôme va continuer avec l'analyse des vannes. Donc, comme on peut voir, pour arriver à notre valeur actuelle nette, finalement, c'est assez simple. On a pris la somme des flux monétaires actualisés, auquel on a rajouté le flux monétaire de l'année terminale, donc de 2021, qu'on a fait grandir de 3% par rapport à 2020 et qu'on a finalement divisé par notre WACC moins notre taux de croissance pour arriver à notre valeur terminale qu'on a ensuite actualisée pour revenir aussi 5 ans en arrière. Donc, ce qui nous arrive avec une valeur terminale actualisée de 220 millions et les flux monétaires de 9 millions, auxquels on soustrait évidemment l'investissement initial en 2015 qui est l'usine ainsi que les lignes, donc de 74 millions pour arriver à notre vanne de 155,65 millions. Maintenant, c'est intéressant d'attirer votre attention sur l'analyse de sensibilité. Donc, ce qu'on est venu faire avec ça, c'est premièrement pour la première, on a sensibilisé le WACC par rapport au part de marché en 2016 qu'on peut aller chercher au Kenya. Donc, au lieu de partir à 10%, on a fait varier entre 8 et 12%. Et pareillement pour le WACC, on a fait varier entre 13 et 17%, encore pour considérer le fait que le taux de discount peut varier et peut être supérieur ou inférieur. Et ce qu'on peut voir dans les 2 cas, c'est que la vanne reste positive de façon significative et varie entre 68 et 281 millions. Donc, dans un cas pessimiste, on voit qu'on fait encore de l'argent avec ce projet-là. Et dans un cas optimiste, on peut voir qu'on peut aller générer encore beaucoup davantage de rendement. Le deuxième analyse de sensibilité, encore, on fait varier le WACC, mais par rapport à la croissance à perpétuité de 3%, qu'on a fait varier entre 2 et 4%. Donc, le scénario pessimiste de 2%, qui est très pessimiste en passant pour un pays comme le Kenya en Afrique, où la croissance risque d'être très forte dans les prochaines années, mais qui encore vient montrer
finalement le range qu'on peut aller chercher en termes de valeur, donc où le plus bas sera d'environ 93% avec 2%, 93 millions. Même processus pour l'option B. Donc, on a fait le même calcul, on arrive avec une vente qui, comme c'était avant, significativement inférieure, donc à 92 millions. Et encore une fois, pour la sensibilité, ça varie encore, mais ça reste encore positif, peu importe le scénario pessimiste, optimiste qu'on prend. Donc, encore qui varie entre 40 millions et 170 millions, mais qui, en général, représente un rendement beaucoup moins intéressant pour Danone en Afrique. Maintenant, pour la période de remboursement, ce qu'on peut voir, c'est le projet A génère, oui, une vente supérieure, mais aussi permet de rembourser l'investissement initial de façon plus rapide, donc environ en 7,5 ans, par rapport à 8 ans pour le projet B. Donc, ce qui vient finalement supporter notre thèse que le projet A serait notre recommandation pour vous dans ce projet-ci. Donc, bien entendu, chacune de ces deux options-là comporte bien d'autres risques au-delà des hypothèses des modèles financiers. Donc, d'abord, pour la première option, il y a d'abord un risque de construction de l'usine qui est inévitable, puisque c'est une région où vous n'avez pas l'expertise et qui peut être risquée au niveau géopolitique. Ensuite, il y a un risque au niveau de l'investissement initial, puisque cette option demanderait un apport en capital plus important que l'option B au départ, donc un risque aussi lié au financement de cette option. Ensuite, il y aura un risque. On sait que pour avoir du succès avec l'option A, Danone se devrait d'avoir une stratégie de marketing fructueuse, d'avoir des partenariats avec les producteurs locaux, ainsi que d'être innovante au niveau de ses produits. Donc, ces trois facteurs-là représentent des risques auxquels l'entreprise s'exposerait en choisissant l'option A. Il y a un risque au niveau de la qualité des produits lorsqu'on produit dans un pays auquel la présence était inexistante auparavant. Puis, il y a un risque de main-d'œuvre puisque cette option demanderait d'engager des employés beaucoup plus que l'option B où vous exporteriez vers le Kenya. Finalement, on constate que la probabilité d'occurrence des risques pour l'option A est plutôt modérée comparativement aux risques liés à l'option B. Donc, on a que le risque le plus important pour l'option B serait probablement la réglementation. Donc, puisque votre entreprise, sous cette option, importerait les produits en provenance d'un pays voisin, serait exposée aux lois protectionnistes du Kenya, donc on pense aux taxes et quotas, qui pourraient venir jouer sur les marges. Ensuite, il y a le partenariat avec un distributeur intermédiaire qui vient aussi diminuer les marges de 10%. Donc, il y a un risque que cette marge se rétrécisse davantage. D'ailleurs, normalement, le risque de transport et logistique que vous devriez faire face via l'importation des produits en provenance d'un pays voisin. Finalement, la fraîcheur et l'hygiène. Donc, on sait que les produits laitiers sont des produits plutôt périssables. Donc, de les transporter sur de longues distances vers un pays comporte un risque qui a un impact très élevé. Donc, en gros, on constate que les risques de l'option B ont une incidence beaucoup plus élevée s'ils se réalisent que ceux de l'option A. Donc, lorsqu'on considère ces facteurs plus qualitatifs combinés à la valeur actuelle nette qui était plus intéressante au niveau de l'option A, on constate qu'il est vraiment dans le meilleur intérêt pour votre entreprise d'aller de l'avant avec l'option A. Donc, on passera maintenant à la conclusion et la recommandation finale. Et les alternatives qui ont aussi été considérées. Donc, bien entendu, vous auriez aussi pu faire une acquisition pour pénétrer ce marché-là, ou tout aussi bien y aller d'une entente stratégique avec un joueur déjà présent, d'essayer de pénétrer le marché avec vos autres lignes de produits aurait aussi été une option.
qui pourrait s'avérer intéressante dans le futur d'ailleurs. Et il y aurait aussi l'option de peut-être pénétrer un autre marché en Afrique. Par contre, nous croyons que le Kenya est le plus intéressant compte tenu du fait que vous êtes déjà présent dans 40 pays à travers le continent. Donc, finalement, nous vous recommandons d'y aller avec l'option A, qui représente la meilleure valeur actuelle nette pour votre entreprise, ainsi que la moins risquée. Donc, nous serons maintenant heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jérôme, Louis et Alcam, pour votre présentation. Votre présentation, votre analyse de sensibilité avec des couleurs. J'ai juste une question. Juste rapidement, là, vous dites, vous B est plus risqué que A. Juste pour être certain, là, mettons, est-ce qu'il y avait des risques autres? Vous avez parlé des risques. Est-ce qu'il y a des risques genre majeurs qui pourraient survenir avec A, mais jamais avec B? C'est certain qu'avec A, le risque le plus important, c'est le risque de construction de l'usine. Donc, on a, comme nous l'avons indiqué, c'est le risque le plus élevé. Par contre, hormis ce risque-là, nous croyons que les autres risques sont moins élevés et ont un impact plus faible pour votre entreprise que les risques auxquels vous feriez face avec l'option B. Un autre risque probable serait un risque géopolitique en s'exposant au Kenya, mais la compagnie s'est aussi exposée avec le B. Dans les deux options, vous avez suggéré d'implanter 8 lignes de production, pardonnez-moi. Pourquoi est-ce que dans les deux options, on irait avec le même nombre de lignes de production alors que la pénétration de marché serait différente dans les deux options? Justement, les lignes de production ont été évaluées de façon à ce que, concernant leur capacité de 15 mégatonnes par année, donc on voulait s'assurer d'avoir une capacité suffisante pour, à la fin de la période de projection, donc à la fin de 2020, début 2021, qu'on ait assez de lignes de production pour assurer la production annuelle. Et c'est effectivement, malgré que la production est supérieure pour l'option A, on arrivait quand même avec une quantité de lignes équivalente. J'aurais une deuxième question. Vas-y. Okay. Quand vous avez fait votre analyse de sensibilité au niveau de la pénétration des parts de marché, comme la valeur terminale a beaucoup plus de poids que les cash flows que vous avez modélisés là, annuellement, pourquoi vous avez décidé de faire varier le point de départ plutôt que le point d'arrivée? Effectivement, on avait le choix de faire varier le point d'arrivée, le point de départ ou finalement le changement incrémental entre chaque année. Et en changeant le point de départ, on venait affecter de façon équivalente le point d'arrivée, étant donné que celui-ci était lié au point de départ avec des incréments de 5% par année. Donc, par exemple, en prenant 10%, en amenant 5%, à la première année, on finirait avec 30% au lieu de 35%. J'ai une question sur si un compétiteur vous prenait de cours dans l'option A, quels seraient les paramètres, notamment les dépenses, qui seraient impactées par le fait que tout d'un coup il y a un nouvel événement qui n'était pas stipulé au début, qui est l'arrivée d'un compétiteur dans les 7 premières années où finalement vous faites le ramp-up de votre revenu, il arrive et ça modifie forcément votre PNL. Ce serait quoi les dépenses qui seraient les plus impactées à l'arrivée d'un compétiteur? C'est certain que la réponse de la compétition, c'est un risque qui est commun aux deux options. En ce qui a trait au coût additionnel qui se rapporterait, on peut notamment penser au coût additionnel en marketing pour pouvoir assurer que les hypothèses de part de marché se réalisent véritablement. J'ai peut-être une dernière question. Quand vous calculez le cash flow, tiens, à un moment donné, c'est la séquence de l'entrée. Je ne suis pas vraiment associé à la note, mais mettons, vous dites, là, j'ai le bénéfice avant impôt et intérêt. Okay, c'est bon. Après ça, je rajoute la dépréciation, c'est correct. Puis après ça, comment ça, le moins CAPEX, ça représente quoi exactement?
Alors pour le CAPEX, on a supposé que toutes nos dépenses d'investissement on les faisait au début, mais pour les années de prévision, on a supposé que le CAPEX ça dépense plus de maintenance pour compenser la dépréciation et amortissement. C'est pour ça qu'on a considéré égal toutes nos raisons de prévision. C'est peut-être une mauvaise question, mais puis FDR, c'est quoi? Ah pardon, FDR c'est le fonds de roulement en fait. Le fonds. Et la façon dont on calculait c'est 10% des ventes dans les états d'information et après on a calculé la variation chaque année pour obtenir ce chiffre-là. Merci. La période de questions est terminée.